un des gros enjeux de la domotique, c'est évidemment tout ce qui est lié au maintien à domicile. Ça, c'est une thématique, hein, on l'a vu d'ailleurs hier dans les groupes de travail, hein, qui est extrêmement présente au niveau de la fédération. C'est un des enjeux, alors là, pour le coup, au niveau politique, qui est le plus facile à comprendre, parce qu'on est face à un enjeu de société majeur. Qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées qui, pour la plupart, veulent rester chez elles, mais qui ne sont pas forcément dans un environnement qui le permet. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Mohamed Malki qui est... alors ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, mais il a une carrière, il va se présenter, hein, mais il a notamment été conseiller au niveau des ministères de Roselyne Bachelot, de Nora Berra, etc. Donc c'est quelqu'un qui a cette approche sociétale et qui a suivi au niveau politique et puis après maintenant au niveau de plein de projets ce marché-là. Donc Mohamed, si tu veux nous rejoindre, je vais te laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mohamed Malki, je suis consultant expert du bien vieillir depuis la relève démocratique de 2012. Et précédemment, donc, j'ai été conseiller technique en charge des politiques publiques en direction des personnes âgées et ensuite à la santé. Et la thématique Silver Economic, vous connaissez aujourd'hui, vraiment avec beaucoup de modestie. Je l'ai lancée en décembre 2009, mais vous savez, dans le politique, il faut beaucoup de temps pour que les idées, les projets se transforment en projets politiques, en décrets, en dispositifs, etc., etc. Et je suis ravi que la loi 2015 ait abouti, une loi d'orientation, qui est encore, qu'on continue encore à la développer, on peut encore l'améliorer et explorer un certain nombre de choses. Je remercie beaucoup donc François-Xavier de m'avoir invité et Philippe Mezzentine que j'ai rencontré il y a quelques mois qui m'a convaincu de devenir membre de la Fédération de la domotique dont je suis ravi d'être parmi vous depuis janvier 2017. Bien. Alors là, dans le cadre de mon intervention, donc on va vraiment se centrer sur les seniors. Je ne veux pas vous submerger de chiffres, etc. Je vous ai fait cette diapo pour à peu près vous tracer le tableau aujourd'hui de la question des seniors. Qui sont les seniors cibles aujourd'hui? À peu près 15 millions de seniors âgés de 60 ans et plus. Et dans ce public-là, j'ai distingué à peu près 3 grandes catégories de seniors. On va commencer par la droite. Donc, sur les 15 millions, il y a 1 200 000 personnes dites dépendantes, classées entre GIR 4 jusqu'à GIR 1, donc qui bénéficient de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Sur ce public 1,2 million, j'ai distingué entre ceux qui vivent à domicile et ceux qui vivent en établissement médicalisé ou médico-social. Donc 60% vivent à domicile, 40% en établissement, sachant que la moyenne européenne, Allemagne, Belgique, Hollande, on est à 70-30. Et je pense qu'en France, on va y aller. Bien. Voilà. Ceux qui sont en établissement, c'est majoritairement des gens très dépendants. Ils sont même de plus en plus dépendants, de plus en plus âgés. Le prototype, c'est une femme très âgée, de 86 ans et plus, qui souffre de 5-6 pathologies chroniques et qui a besoin de beaucoup de soins et qui a besoin d'aide dans la vie quotidienne, dans les tâches de la vie quotidienne. Mais quand même, on a quand même pour ces personnes très âgées, à l'égir 3 de 1, on a quand même 46% de personnes qui sont à domicile. Il y en aura moins quand elles seront, si on prenait uniquement le GIR 2.1. GIR 2.1, c'est vraiment des gens très, très dépendants. Et les familles, souvent, elles sont épuisées ou alors le coût des services de leur maintien à domicile est tellement élevé qu'elles préfèrent plutôt les admettre, les placer en établissement médicalisé plutôt qu'au domicile. On revient sur la gauche. Sur le public dit dépendant, j'ai isolé le public, le GIR 4. Les GIR 4, c'est vraiment la première classe des personnes dites dépendantes. Les GIR 4, c'est des personnes qui ont quelques incapacités dans la vie quotidienne, mais ça marche. Leur vie, elle est centrée sur le domicile. Elles peuvent sortir faire des courses. À domicile, elles vivent, elles sont autonomes, elles font leur cuisine elles-mêmes, elles peuvent même faire le ménage elles-mêmes, etc. Mais sur un certain nombre de tâches, notamment des tâches qui nécessitent la manipulation d'instruments, genre par exemple un tabouret pour monter, pour nettoyer un placard ou chercher un paquet, etc. Ou nettoyer la fenêtre, ou même parfois monter sur un escabeau pour ouvrir les fenêtres, etc. Donc c'est un peu difficile, voilà, c'est un peu difficile. Donc elles ont besoin d'aide, etc. C'est quand même 500 000 personnes, c'est-à-dire la moitié des personnes dites dépendantes, ce sont des GIR 4.
Et elles sont à 83%, elles vivent à domicile. Et très rapidement, moi, quand j'étais au ministère, je considérais qu'une personne âgée de GIR 4 qui est en établissement médicalisé, c'est une aberration. C'est juste une personne pour laquelle soit son logement il est totalement inadapté, éloigné, ou alors surtout elle n'a pas d'aidant proche qui la soutient dans la vie quotidienne, qui organise les services de soins, les services à domicile, les démarches administratives diverses et variées, etc., qui contrôle la sécurité de la maison. 500 000. On revient encore sur la gauche. Parmi donc, les 15 millions donc, de personnes âgées qui ne sont pas dépendantes, il y a une catégorie qu'on appelle GIR 6-5. Hein, ce sont des gens qui sont évalués par notamment les caisses de retraite, régime de base, essentiellement régime de base. J'y rajoute, hein, en partant des données de l'enquête nationale handicap, santé, ménage, etc. Grosso modo, il y a à peu près entre 1,5 million et 4 millions de personnes âgées qui sont autonomes, mais qui ont quelques fragilités dans la vie quotidienne et qui nécessitent un soutien, une aide ponctuellement. Et ce sont des gens qui sont quasiment à 100% à domicile. On a quelques GIR 5 en établissement, mais c'est une aberration, notamment dans les petites communes, aux zones rurales, etc. Donc voilà, grosso modo, je dirais le tableau des seniors qui peuvent être intéressés par les solutions domotiques et les solutions numériques du soutien ou de la vie à domicile. Donc voilà, à partir de là, voilà, vous avez 3 clients différents. Toutes les approches domotiques numériques dans les établissements, c'est déjà en cours. Là, on a tout ce qu'il faut. La nomenclature, les besoins, on les connaît. Les personnes sont évaluées. On sait leurs incapacités. On sait de quoi elles ont besoin. Et les établissements aujourd'hui, qui pendant longtemps se sont énormément centrés sur les aides humaines, hein, les aides soignantes, les auxiliaires de vie, le gardien, le secrétaire, etc. Aujourd'hui, elles investissent de plus en plus dans les solutions domotiques et numériques pour réduire le coût humain de la surveillance, l'accompagnement, etc. Et pour, réduire le coût humain et améliorer la qualité, faire de la prévention, etc. Donc, un exemple type, c'est, vous avez donc la chambre d'une personne âgée en établissement. S'il y a des capteurs d'activité ou des capteurs de prévention de chute ou d'alerte de manière générale, un appel malade, etc., ça fait que ce n'est pas nécessaire de faire toutes les rondes, d'ouvrir toutes les chambres pour savoir si la personne n'est pas tombée de son lit, etc., si elle est toujours là, si elle n'est pas sortie par la fenêtre, etc. Donc ça réduit beaucoup de choses. Donc là, les établissements, ils savent ce qu'il faut faire. Et la nomenclature des produits et des services, ils sont reconnus par la CNAM, ils sont financés, donc il n'y a pas de souci. Ça va devenir un problème quand on va aller dans le domicile ordinaire. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je repasse vers les seniors autonomes, hein, les seniors autonomes, GIR 6. GIR 6, c'est moi dans 6 ans, 5 ans, voilà. Je crois que 3 bobos peut-être dans la vie, voilà. C'est ça, GIR 6, c'est quelqu'un d'autonome. GIR 6, 5, c'est un petite fragilité, mais c'est quand même des gens autonomes. Ces clients-là, c'est des clients qui vont acheter des produits et des solutions au même titre que n'importe quel Français aujourd'hui, quel que soit son âge. Donc il n'y a pas une approche particulière. Ce que je reproche un peu dans le discours Silver Economy, c'est qu'elle est très associée aux incapacités, au handicap, à la grande vieillesse. Et c'est peut-être là qui pose problème. Mais par contre, ce discours de la Silver Economy, il concerne particulièrement les 1,5 million, 4 millions, plus les 500 000 personnes qui sont à domicile, peut-être un peu les GIR 3, notamment pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui peuvent tout à fait vivre chez elles avec la présence d'un aidant, soulagés par des équipements domotiques et des solutions numériques. Maintenant, on va aller voir donc, de ces gens-là, de manière générale, voilà, de quoi ils ont besoin et quels peuvent être les services que peuvent apporter donc, la domotique et les produits et les services numériques. Je les ai résumés grosso modo en 4 grandes catégories. Je commence par les services de la vie quotidienne. Voilà, c'est les services de vie quotidienne. Les gens, ils ont besoin des courses, la cuisine, les repas, services à la personne, acheter des choses sur les réseaux, etc. Bien. Ensuite, c'est des gens, ils vivent chez eux, comme l'aspiration la plus importante chez les Français, c'est vivre chez soi. C'est une aspiration massive et légitime. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, la très grande majorité des Français, on l'a vu dans la slide précédente, y arrivent, malgré tout, quand même. C'est que ça marche, c'est quand même, ça réussit. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de protection de leur logement, leur vie. Dans leur logement, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de sécurité. Sécurité, protection, vraiment au sens large. Bien évidemment, sécurité, protection des personnes, des biens et des personnes, mais sécurité au sens général, c'est-à-dire avoir la certitude, la confiance qu'il y a toujours quelqu'un, soit en présentiel, soit à distance, qui est bienveillant et qui peut répondre à tout moment.
si jamais il y a une situation de difficulté, de dysfonctionnement, de chute, de malaise, etc., etc. Donc ils ont besoin de protection. Donc là, vous avez le domotique dans le domaine de la protection, elle est même très performante. Donc en plus, ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a une très belle articulation entre la gestion de l'énergie dans le domicile et la gestion de l'autonomie. Donc on peut vraiment articuler les deux dispositifs, c'est assez intéressant. Donc là, voilà, vous avez tout, un certain nombre de choses. Et tous les jours, j'apprends qu'il y a une start-up qui a lancé sur le marché un produit qui détecte ceci, qui alerte sur ceci, etc., etc. Enfin, il y a les soins, bien évidemment. Les Français, et ça vraiment je l'ai vu de manière extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui les Français, non seulement ils ont envie de vivre chez eux et de vieillir chez eux, mais ils ont envie d'être soignés chez eux. Et je pense que les politiques publiques dans le domaine de la santé, j'ai contribué un petit peu à ma place quand j'étais au secrétaire à la santé, vraiment c'est déjà faire de l'ambulatoire et ensuite sortir de l'ambulatoire et amener vraiment des soins à domicile. C'est vrai que la HAD aujourd'hui en France, c'est à peine 4% concerne les personnes âgées. La HAD, elle réussit sur un tas de maladies des personnes plus jeunes, mais elle pourrait tout à fait réussir également pour les personnes âgées. Mais on est parti. Donc la HAD à domicile, on est parti. Les soins à domicile, c'est quelque chose qui se développe de manière très très importante. Et là, avec la télémédecine et de manière générale la e-santé, donc on a les outils, le décret il existe, la loi HPST, donc voilà, donc tout ça on l'a. Donc maintenant, des dispositifs ils commencent à rentrer, on a une stratégie politique nationale, on privilégie un certain nombre de priorités, mais bon, non, ça se développe, les ARS ont lancé des expérimentations. Donc la télémédecine, elle va aller vers le domicile de plus en plus. Et les personnes âgées, les 60 ans et plus, les 65 ans et plus, et surtout les 70-75 ans et plus, ce sont des clients très très importants et qui fréquentent beaucoup notre système de santé. Et donc c'est vraiment, il y a des gains en chance de vie importants à réaliser, il y a une qualité de vie à réaliser, mais aussi il y a des économies des dépenses publiques à réaliser. Enfin, la dernière partie, donc sur la gauche, c'est toutes les activités du bien vieillir. Donc on peut à domicile s'adonner à un certain nombre d'activités auquel on peut aussi y participer en allant dans un club de troisième âge, une association de personnes âgées, un service d'animation ou des dispositifs divers et variés dans des centres sociaux, des équipements culturels, etc. On peut d'abord, bien évidemment, tout ce qui est accès à l'information, etc. Mais on peut aussi accéder à des loisirs, on peut accéder à des pratiques culturelles, à des pratiques sociales, on peut communiquer avec les gens, on peut participer à un tas d'initiatives. Vraiment, on peut faire un tas de choses. On peut tricoter à domicile et en même temps participer à une œuvre de charité, à une œuvre de solidarité en direction des enfants orphelins dans un établissement en Roumanie. On peut faire ça vraiment même en restant chez soi, mais en étant dans un réseau. Donc tout ça, alors ces 4 grands thèmes, je ne les ai pas hiérarchisés, mais comme j'avais le droit à 3 diapos seulement, donc je ne pouvais pas mettre la troisième, ce qu'on peut hiérarchiser, elle concerne tout le monde. Ces quatre axes concernent tout le monde, mais en fonction du parcours de vie des personnes âgées et de leur situation, les besoins vont être plus ou moins différents et plus ou moins intenses en fonction de la situation de la personne, indépendamment de l'âge d'une certaine manière. Donc voilà. Enfin, j'arrive à la fin. Aujourd'hui, quand même, quand on regarde tout ça, c'est bien joli. 90% des Français déclarent dans un sondage qui date de 2012 qu'ils préfèrent adapter leur logement si jamais leur santé se dégradait plutôt que de devoir le quitter. Et les 65 ans et plus, ils sont à 95% à dire la même chose. Il n'empêche qu'en France aujourd'hui, on est vraiment parmi les derniers pays européens en termes de taux de logement adapté aux besoins du handicap et de la vieillesse, on est à 6%, quand les Hollandais sont à 17, 18 et l'Espagne, elle est déjà à 12, 2 fois plus que nous. Par ailleurs, les Français sont très peu à passer à l'acte. Donc, ils sont conscients des risques, les chutes, les malaises, les intoxications diverses et variées, etc. Ils sont au courant, ils sont informés, ils savent. Mais en même temps, c'est entre eux d'être informés, d'être convaincus de la nécessité d'eux et de passer à l'acte. C'est un saut périlleux extrêmement important aujourd'hui en France. Si bien que pas beaucoup de seniors français sont vraiment impliqués dans l'adaptation de leur logement. Alors, quand ils le font très tardivement, en général. C'est vraiment quand il y a déjà une dégradation de la situation, il y a déjà une chute qui a provoqué des séquelles, donc avec hospitalisation, avec des séquelles, retour à domicile. Et là, on s'aperçoit que la personne ne peut plus prendre sa douche dans sa baignoire telle que c'est, ne peut pas rentrer dans les toilettes telles que c'est, ne peut pas faire la cuisine dans les conditions d'aujourd'hui, etc. Et donc, c'est nécessaire d'adapter. 2 minutes, c'est ça. OK. Donc maintenant, c'est comment développer tout ça. Moi, je pense que les Français, ce qui les rebute,
c'est l'association entre domotique, solutions numériques, handicap, c'est le côté stigmatisation. Il faut sortir de ce discours-là et promouvoir plutôt un discours plutôt bien vieillir. Et donc commencer un peu tôt, bien vieillir, et de manière évolutive, etc. Avec un bon travail de communication. Donc arrêtez d'associer des objets numériques ou de la domotique à des incapacités ou des situations de handicap. Il faut plutôt confort, sécurité, valorisation du foncier, du bien résidentiel à la personne, etc. Deuxièmement, il faut vraiment cerner, parce que quand même les personnes âgées, c'est quand même majoritairement sont propriétaires de leur logement, et donc elles resteront chez elles. On n'est pas dans le neuf, on est dans l'ancien. C'est des maisons individuelles pour les zones rurales, c'est pavillonnaire pour les deuxième, troisième couronnes, et puis les appartements en centre-ville pour les villes moyennes, grandes, etc. On est plutôt dans l'ancien. Et là, le marché de l'adaptation dans l'ancien, c'est une nébuleuse, il est complexe. Il faut vraiment comprendre comment il est structuré, quelle est la chaîne de valeur, quels sont les acteurs qui interviennent sur ce marché-là, quels sont leurs positionnements, quels sont les freins, les leviers de la commercialisation, etc. Voilà, il faut comprendre l'écosystème. Ensuite, je pense que les solutions domotiques numériques, elles doivent être systématiquement articulées, associées aux services qui existent aujourd'hui. Les 4 grands services dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut qu'il y ait la dimension de service, parce qu'un truc, un machin, un bidule, etc., ce n'est pas le plus important. Enfin, il faut construire l'écosystème. Par exemple, rapidement, pour ne pas abuser du temps, c'est déjà favoriser l'expression des besoins. Et moi, je l'ai vu quand j'étais au ministère, c'est de l'information conseil à la prise de décision, on perdait 90% des gens. Donc là, il faut vraiment bien organiser cette partie-là. Enfin, il faut également organiser la partie, le volet prescripteur, financeur, opérateur, sachant qu'on est sur une thématique aujourd'hui pour les personnes âgées dans l'ancien, sur plutôt un marché plutôt public, un marché qui est très organisé par les associations de services à domicile, etc., etc. Voilà la réalité aujourd'hui. Merci. Merci. Parfait, tu as pris